Donc, depuis 1885, ces gens estiment que le Congo leur appartient. C'est eux-là qui sont derrière ces guerres à l'Est. Donc, ce sont les capitalistes prédateurs depuis 1885. Ceux qui financent la guerre. En finançant la guerre, comme leur économie est basée sur l'industrie d'armement, on ne mange pas des armes, hein. Il faut les vendre. Pour les vendre, il faut qu'il y ait des guerres. Et quand il y a des guerres, il faut, en vendant les armes, il faut qu'il y ait en retour quelque chose. Donc on doit piller. C'est le cas du Congo aujourd'hui, de ce qui se passe à l'Est. Donc c'est lié aux mutations internationales, mutations géopolitiques et économiques. Et je pense que ça ne va pas durer longtemps. Nous sommes entrés dans un autre monde, je pense qu'on va s'en sortir. Donc la seule piste de sortie, c'est construire un rapport de force, donc avoir une armée forte, des médias forts. Et je suis Franco Bongan avec Franco Record et je suis ici live avec Africa TV Network. Ciao. Hi you guys, you're watching Africa TV Network. Make sure you stay tuned and keep. Ndé non pas les grands boss. 10 ans d'avance, mouke image. Ndé non pas naïe. S'abonner na Africa Network TV. Bauti bozola la chaîne biso ya Africa TV Network. C'est bien beau s'abonner massivement. Ah bon, nous sommes court penda base de la petit numéro. Blaise Makozo Yoka. 1.0D et c'est Nous avons le réel plaisir de recevoir dans cette émission M. Freddy Mulumba, qui est directeur général adjoint de la télévision nationale congolaise. Il est écrivain et puis il est journaliste. M. Freddy Mulumba, bonjour. Bonjour, mademoiselle. Vous êtes ceux qui luttent contre la balkanisation en République démocratique du Congo. Est-ce que vous pouvez nous dire si ce concept de balkanisation est encore d'actualité aujourd'hui? Oui, je ne suis pas seul, nous sommes nombreux parce que je n'ai pas inventé les termes balkanisation. Il y a eu quand même notre premier héros national, notre ancien Premier ministre, Lumumba, qui a parlé de la balkanisation du pays en 60, suivi de Mzee Laurent Désiré Kabila, avant d'être assassiné. Ça, je rappelle ici, c'est que Mzee avait dit à M. Yana, on me demande de faire des choses que je ne peux pas faire. Je préfère mourir, vous qui restez... côté de la lutte. Donc en fait, on demandait à Mzee d'être complice de la balkanisation, Mzee avait refusé. Et Joseph Kabila, en venant au pouvoir, tous ses discours, ça on peut le vérifier, tout est très clair avec lui. Il dénonçait la balkanisation dans tous ses discours, parce que beaucoup de gens en doutent. Et le président Tshisekedi a répété la même chose dans son dernier discours le 30 juin 2020. Il a parlé de la balkanisation du Congo. Mais en dehors de ces hommes politiques, vous avez aussi l'archevêque, le cardinal Abongo, qui, des retours du Kivu, il a dit clairement que le pays risque d'imploser, le pays risque de balkaniser, si les Congolais même ne font rien. Il y a aussi le président de l'ECC, docteur Pasteur Bokondola, il a dit la même chose. Il a demandé à ce que tous les Congolais s'engagent dans la lutte contre la balkanisation, cette fois-ci, chacun à son niveau. Donc, le thème est d'actualité. Mais beaucoup de gens à Kinshasa ne croient pas tellement parce qu'ils ne vivent pas ça. Demandez aux gens qui vivent sur place au Kivu, dans le nord Kivu, sud Kivu, Ituri, ils vont vous dire la vérité. En fait, ce qui se passe, on est en train de tuer le Congolais, les massacrer, et on coupe les têtes, c'est pas notre culture, on coupe les têtes, on coupe les bras pour semer la panique. La population fuit quitte les frontières, rentre à l'intérieur du Congo. Entre-temps, des populations rwandaises et d'autres s'installent. Et celui qui dit ça, ce n'est pas moi, c'est Monseigneur Irindi, l'évêque de Bunia. Il a fait l'homélie il n'y a pas longtemps, il a dit clairement qu'on nous tue pour qu'on puisse occuper nos terres et nos richesses, pour qu'on puisse les exploiter. Donc c'est d'actualité, mais le problème est que vous avez des médias, pour la plupart qui ne sont pas à la hauteur, vous avez des médias qui sont financés par ceux qui sont à la base de la balkanisation, ce qui fait que les lignes éditoriales est détournée. Et parce que je pouvais comprendre, on n'a pas l'information aujourd'hui, avec Internet, tout le monde est au courant. Comment on peut tuer des gens à l'est du Congo, des populations qui sont déplacées à Beni, Butembo, Lubero, Sud Kivu, Minembwe et tout ça. À Kinshasa, il n'y a même pas un débat. Et tu regardes dans la presse congolaise, c'est du n'importe quoi.
Donc ça prouve que notre classe journalistique, soit elle est corrompue, soit elle est ignorante, soit elle est complice. Donc ce sont des éléments qui font à ce que les termes, les concepts, tout comme l'actualité sur la balkanisation n'est pas très bien connue. Et il faut en parler souvent pour que les choses changent. Qui sont les acteurs de cette balkanisation ou nouveaux acteurs de cette balkanisation? Les acteurs sont les mêmes, c'est ça l'importance de l'histoire. Dans l'imaginaire du monde occidental depuis 1885 avec la conférence de Berlin, le Congo est considéré comme une entreprise. Et cette entreprise n'appartient pas aux Congolais. Les richesses, cette entreprise appartient aux multinationales qui avaient signé les accords avec Léopold II pour mettre les richesses, les rendre un peu, comment dirais-je, pour mettre le Congo en valeur, donc l'exploiter. Donc, depuis 1885, ces gens estiment que le Congo leur appartient. C'est eux-là qui sont derrière ces guerres à l'Est. Donc, ce sont les capitalistes prédateurs depuis 1885. C'est eux qui financent la guerre. En finançant la guerre, ils essayent de vendre des armes et d'exploiter les minerais gratuitement. Ce qui fait que le Rwanda est devenu aujourd'hui premier producteur du coltan, sans mine de coltan. Et le Rwanda et l'Ouganda exportent de l'or sans avoir de mine de l'or. Mais qui font ça, ce sont nos amis occidentaux, parmi lesquels vous avez les Européens et les Américains, qui sont dans les coups, et les Britanniques. Mais le problème est que les Africains et les Congolais en particulier ne veulent pas parler, tout le monde a peur. Peur de perdre des privilèges et peur de mourir, c'est ça le problème. Et existe-t-il un rapport entre la balkanisation et la légitimité politique en RDC? Je ne pense pas qu'il y ait un rapport, non, il n'y a pas de rapport. Ce qu'il faut dire ici est que la balkanisation est conçue de l'extérieur. Ça ne vient pas de Congolais. Aucun Congolais ne peut accepter que les pays implosent. Aucun. Et si vous voyez quelqu'un qui dit qu'il faut que le Congolais explose ou bien que le Congolais du Congo soit balkanisé, ça peut être un Rwandais ou bien un Ougandais ou bien un étranger. Un Congolais, le véritable Congolais, ne peut pas accepter ça. Donc il ne faut pas lier ça à la légitimité. Par contre, il faut le lier à des mutations économiques et géopolitiques. Donc à chaque fois qu'il y a crise économique dans le monde, les capitalistes qui sont en difficulté en Occident ont besoin de se faire la santé. Et comme leur économie est basée sur l'industrie d'armement, on ne mange pas des armes, hein. Il faut les vendre. Pour les vendre, il faut qu'il y ait des guerres. Et quand tu as des guerres, il faut, en vendant les armes, il faut qu'il y ait en retour quelque chose. Donc on doit piller. C'est le cas du Congo aujourd'hui, de ce qui se passe à l'Est. Donc, c'est lié aux mutations internationales, mutations géopolitiques, économiques, et non la légitimité. Mais cela ne veut pas dire que la plupart de nos élites ont une légitimité, non. La plupart de nos élites travaillent pour des intérêts étrangers. Voilà un peu le fond du problème, ce qui fait qu'à Kinshasa, trop peu de gens parlent. Que ce soit au Parlement, il n'y a pas un débat sur la balkanisation du pays. Alors que le président Tshisekedi l'a dit clairement. Vous êtes au Sénat, rien du tout. Dans des médias, rien. Donc ça signifie que l'élite qu'on a actuellement, c'est l'élite des mercenaires. Et tous sont en complicité avec ceux qui sont à Kigali, ceux qui sont à Kampala, mais aussi en Occident. Voilà pourquoi notre Parlement ne parle pas. Voilà pourquoi les hommes politiques ne veulent pas discuter des véritables problèmes de la survie de la nation. Vous entendrez, oh non, il y a le problème de Ronsard, CENI, des choses terre à terre. Donc, on construit des faux discours pour désorienter l'opinion. Vous avez l'histoire de Mokuna, des choses terre à terre, qui n'apportent rien sur le plan démocratique. Mais là où la survie du Congo se joue, personne n'en parle. Donc c'est là où moi j'ai dit, actuellement, on a des élites de mercenaires. Des gens qui travaillent pour les intérêts étrangers et non pour le Congo. Donc il faudrait que les Congolais comprennent que l'indépendance a un prix à payer. Aujourd'hui, vous dites indépendance, ni Tété Lumumba, ni Tété Kasavubu, ni Tété les Tchombe et les autres, il n'y aurait pas d'indépendance. Vous parlez librement parce qu'il y a des gens qui sont battus. Mais nous sommes entrés dans un système, dans un autre processus que j'appelle un processus de deuxième indépendance.
nous devons avoir le contrôle de nos richesses. C'est ça le fond du problème. Pour eux, donc les globalistes, ce que j'appelle les capitalistes, il faut couper le Congo en morceaux pour nous exploiter. C'est la logique capitaliste. Bon, il ne faut pas pleurer. Donc il faut se préparer pour se battre. On a déjà fait ainsi. On négocie avec un homme fort, pas avec un faible. Mais généralement, vous pleurez ici, vous pensez que les étrangers viendront vous changer, vous aider, mais c'est une erreur. Donc les plans de l'organisation existent bel et bien, mais je ne vois pas comment ça va réussir. Mais ça fera beaucoup de mal, il y aura beaucoup de dégâts. Ça fait déjà plus de 10 millions de morts. C'est un génocide. Qui en parle? Les gens qui viennent vous parler ici des droits de l'homme, bonne gouvernance. Regardez, on pille le Congo, on vole, ils savent. Les rapports de l'ONU sont sortis pour qu'on a identifié toutes les entreprises qui ont pillé le Congo. On a identifié tous les États qui ont financé la guerre au Congo. Aucun procès. Mais ils viennent ici vous dire, comme vous êtes très faible, une élite faible et médiocre, pour vous dire non, non, on vient vous démocratiser, on vient vous développer. Et vous croyez en ça. C'est là où on sent que l'élite est très faible ici, à Kinshasa. Vous sentez qu'on n'a pas d'élite. Parce qu'une élite, c'est celle qui se pose certaines questions philosophiques. De savoir, de s'interroger sur sa propre existence. Et à quoi elle sert? C'est pas normal qu'on vive dans une telle situation. Les gens meurent chaque jour. Il y a la pauvreté, les enfants n'étudient pas. Mais on est là. Est-ce que réellement nous sommes des hommes? C'est la question philosophique qu'il faut se poser. Malheureusement, trop peu se posent. Même ceux qui se posent n'ont pas l'accès aux médias. Voilà ce qui est bon avec l'Internet aujourd'hui. On peut parler librement, il n'y a pas de censure. Mais chez nous, à Kinshasa, il y a beaucoup d'autocensure. Donc il faut enlever l'autocensure. Et est-ce que les pays régionaux de la RDC sont-ils une menace pour l'intégrité territoriale? J'ai dit ce qui se passe à l'est du Congo. Les Rwandais ne peuvent pas battre le Congo, tout comme l'Ouganda. Ce sont des petits pays. Nous sommes une puissance. Donc, ce sont des puissances occidentales avec les multinationales qui passent par les Rwandais et l'Ouganda pour venir nous faire la guerre. De toute façon, ils ne vont pas gagner. Nous sommes très puissants, nous sommes 100 millions d'habitants. Nous sommes très grands. Nous sommes trop riches. Nous pouvons faire la guerre pendant même 20 ans, 30 ans. On a déjà tué 10 millions. On peut mettre 5 millions de gens, 5 millions de militaires, on ne va pas nous terminer. Nous finirons par gagner, mais ça va nous coûter trop cher. Donc il faut maintenant construire dans la tête des Congolais ce qu'on appelle l'esprit de puissance. On est une puissance. Nous ne sommes pas des gens faibles. Mais curieusement, vous avez au Congo des gens qui sont réduits, des élites, au niveau de la mangeoire. Avoir une voiture, une maison, une femme à la maison, des enfants, bien la femme peut-être en Europe, et vous pensez que vous arrivez. Donc il faut reconstruire un peu l'imaginaire des élites congolaises, donner l'esprit de grandeur, comme du temps de Mobutu. Peut-être vous n'êtes pas encore né. Quand on parlait du Congolais, du Zaïrois, c'est pas n'importe qui. Prenez les élites d'aujourd'hui, comparez avec les élites du temps de Mobutu, il y a un écart énorme. C'est vrai, c'était une dictature, mais on n'avait pas cette médiocrité qui passe tout le temps s'insulter. Confiance en soi, on battra tout le monde là, on gagnera. Ça prendra du temps, mais nous serons gagnants. Et quelle est la voie de sortie selon vous? Mais la prise de conscience, il n'y a pas d'autre chose. Il faut prendre conscience et s'organiser. Et savoir que nous sommes dans un monde violent, un monde d'intérêt. Tout est question des rapports de force. Vous êtes encore naïf, vous pensez que comme dans une église, vous venez prier. Ici, on ne prie pas. Vous êtes chez vous à la maison, vous voyez quelqu'un qui entre, il dit non, non, ça ce sont mes chaises, vos propres chaises là. Il les prend, vous êtes en train de les regarder. Non, vous les prenez, vous les chassez. C'est ce qu'on appelle créer un rapport de force. Les Rwandais, les Ougandais, tous ces gens sont sur notre territoire. Ils pillent, ils volent, ils tuent. Tout le monde le voit. Personne ne parle. C'est parce qu'il y a des complices à Kinshasa. Parce qu'il n'y avait pas de complices, je ne pense pas que cette situation pouvait durer longtemps. Et je pense que ça ne va pas durer longtemps. Nous sommes entrés dans un autre monde, je pense qu'on va s'en sortir. Donc la seule piste de sortie, c'est construire un rapport de force. Donc avoir une armée forte, des médias forts, pas des médias tels qu'on en a ici, et puis des élites fortes aussi. Des élites qui pensent un Congo grand, un Congo qui doit servir l'Afrique. Ce sont ces élites-là qui peuvent un jour prendre la tête du pays et changer les choses. Sans ça, il n'y aura rien. Donc on ne construit pas un pays avec des médiocres. Ne pensez-vous pas qu'un dialogue politique serait nécessaire? Je pense que vous n'êtes pas encore né. Il y a eu trop de dialogues. Depuis 60 jusqu'à ce jour, ça donnait quoi?
les problèmes, mais c'est au niveau de la conception de l'élite. Comment nous voyons notre État, notre société, notre pays. Donc c'est au niveau des élites. Il faut, comment dirais-je, avoir des idées claires, avoir des ambitions claires. Le problème est que vous avez des élites mercenaires, médiocres, qui n'ont pas d'ambition claire. Voilà notre grande difficulté. On peut faire 1000 dialogues, il n'y aura rien. Mais on dit, nous faisons quoi maintenant? Le problème est mis sur table. Nous avons des Rwandais, des Ougandais, avec toutes les multinationales qui tuent les Congolais, 10 millions de morts, qui pillent. On fait une armée, on les chasse. Nous avons des élites au pouvoir qui sont beaucoup corrompues, des élites de mercenaires. On fait comment? On nettoie. C'est ça la vision d'une classe politique, d'une élite qui voit plus loin. Faire des négociations, ça ne sert à rien pour le moment. Pour le moment, on s'engage dans une guerre. Rapport de force. Avec des élites, une armée forte, des élites politiques conscientes et qui aiment ça, des patriotes. Ça ne va pas durer longtemps. Va en Angola, parce que vous ne connaissez pas très bien l'histoire. L'Angola a souffert sérieusement avec la guerre de Savimbi. Mais il a fallu que les Angolais, ils ont eu l'indépendance en se battant. Bien entendu avec le soutien des Cubains. Mais vous êtes là, en train de croiser les bras, vous dansez, vous buvez, vous pensez que vous aurez la liberté, donc l'indépendance gratuitement. Non. Nous devons changer notre manière de voir la vie. Tant qu'on est riche, il faut se mettre en tête, on viendra nous faire des guerres. Les gens penseront toujours qu'il faut couper le Congo en morceaux. Ça, c'est une donne. Et quand vous avez de telles idées permanentes, vous devez construire des stratégies. Ça demande, il faut de l'intelligence, il faut de la sagesse. Mais jusqu'à présent, comme on a des élites de mercenaires, ils ne passent pas le temps à réfléchir, ils passent le temps seulement à boire, à danser. Des justeurs. Voilà pourquoi le Congo, là où il est, alors que c'est une puissance qui doit servir l'Afrique aujourd'hui, parce que sans le Congo, il n'y a pas d'Afrique. Et trop peu de Congolais le savent. Trop peu. Parce que l'école qu'on a eue, l'école qu'on a maintenant n'est pas à la hauteur des enjeux de ces pays. Donc il faut revoir l'éducation, l'enseignement, revoir tout. Il faut réinventer notre Congo. C'est un peu la conclusion que je peux donner. Monsieur Freddy Mulumba, avez-vous l'impression d'être écouté? Non, quand on est intellectuel, on n'a pas besoin d'être écouté. Un intellectuel pense, s'interroge et donne des idées. Mais il y a quand même des gens du fait que le président Tshisekedi l'a repris. Tshisekedi, ce n'est pas n'importe qui. C'est la seule personne qui est la mieux informée. Il a tous les renseignements chaque jour. Quand une telle personne vous dit qu'il y a l'organisation, pourquoi en douter? Ça prouve que le discours est devenu officiel. Mais la question, pourquoi, à Kinshasa surtout, pourquoi les médias n'en parlent pas? Pourquoi les parlements n'en parlent pas? C'est parce qu'il y a des complices. Donc le travail à faire, c'est de nettoyer. C'est tout. On ne nettoie pas, on ne va pas s'en sortir. Il ne faut pas être naïf. Il faut arriver à écarter tous ces complices de façon que ceux qui vont rester vont engager la guerre et sauver le pays. On n'a pas d'autre chose. Quelles sont vos perspectives? Un Congo grand, puissant, au cœur de l'Afrique, pour reconstruire dans une Afrique. On va y arriver. Vous êtes encore jeune. Je vous donne 5 ans, vous verrez ce que sera le Congo. C'est la fin de cette édition, mais avant de finir, j'aimerais que vous lanciez un message à ce peuple congolais qui vous écoute en ce moment. Les messages est toujours, il y a des personnes qui sont mortes. L'un est mort au pouvoir, assassiné, c'est Mosé Kabila. Il vous a laissé un message. Ne jamais trahir le Congo. Il y a un autre qui est mort, qui n'a jamais accédé au pouvoir et qui avait toutes les possibilités de prendre les armes. C'est Tshisekedi. Étienne. Le peuple, d'abord. C'est clair. C'est toute une philosophie. Malheureusement, vous avez des élites inconscientes et irresponsables qui ne comprennent pas que ces messages, ce sont des testaments. Ce sont des personnes qui ont sacrifié la vie pour ce pays. C'est la fin de cette émission. Au revoir. Bautu bozolanda chaîne Abisso ya Africa TV Network. C'est bien beau s'abonner massivement. Abonne sur ba cours penda base de l'épée numéro. Blaise Makozo Yoka. 1/0D. Désormais, suivez un prophète Akitambo sur Africa TV Network. Nazali Awa, Bamateya, ba prédication. Na senga ba tous s'abonner pour na kolanda mateya. Il y a un prophète Akitambo. Tous s'abonner ebele.
namakasité nabopétenyo surtout avec Mouké Image. Sois béni. Merci. Oui, je suis Franco Bongan avec Franco Record et je suis ici live avec Africa TV Network. Ciao. Hi, you guys. You're watching Africa TV Network. Make sure you stay tuned and keep watching. Ouais, ozali ndeko na bino Jo Mukamba. Osabone makasi na chaîne na bino ya YouTube African TV Network chez Mouké Image 10 ans d'avance. Jo Mukamba African TV Network. Osabone massivement. Check, c'est pas pareil. Jo Mukamba. Mujiunge ama mjiabone na channel yetu ya Africa TV Network. Tujiunge wakaka, tujiunge wadada. Ndeno kepa les grands boss 10 ans d'avance Mouké Image. Ndeno kepa na ye.